Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Où nous allons découvrir ce qu'il faut vraiment comprendre par le terme de capital humain. Notre invité a cofondé une société de conseil dans ce secteur. Nous recevons le docteur Florence Bénichou, elle est directrice de Better Human. Docteur Florence Bénichou, je dis docteur une deuxième et dernière fois car il faut le préciser, vous étiez au départ médecin hospitalier pendant 10 ans, dont 3 ans en cancérologie, un secteur très bien connu ici en Midi-Pyrénées, notamment à Toulouse. Vous avez été également manager et dirigeante d'agents conseil en communication santé avec expérience médicale. Et puis, pendant ces 12 dernières années, vous étiez chef, et vous êtes encore chef d'entreprise. Alors je retrace rapidement votre curriculum pour dire que votre vie professionnelle a toujours été axée autour du soin. D'abord le soin auprès du patient en tant que médecin, mais maintenant le soin auprès d'entreprises qu'on pourrait qualifier de malades ou pas vraiment en bonne santé. Alors tout d'abord, est-ce que vous confirmez ça ? Bonjour d'abord. Bonjour. Oui, effectivement. Alors, j'ose pas dire que les entreprises sont malades, parce que sinon, je sens qu'il va y avoir une levée de bouclier très importante et que globalement, non, les entreprises vont bien, même si le contexte est difficile. En revanche, ce sont les salariés dans les entreprises qui, eux, vont moins bien. On sait aujourd'hui qu'on a, en moyenne, et ça, c'est issu de la base de données de Better Human, qui donne effectivement 37% des salariés aujourd'hui, en moyenne, qui sont en stress chronique. Donc beaucoup plus du tiers des salariés de la vie active ont peur d'aller travailler maintenant. Ont peur d'aller travailler ou travaillent vraiment sous pression intense. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des contraintes à la fois de complexité du travail, il y a des contraintes sur la quantité de travail, et il y a des contraintes sur le temps pour faire le travail. Donc aujourd'hui, ces 3 éléments de forte charge de travail, de contraintes de temps et de complexité font que c'est beaucoup plus difficile de travailler et les gens sont plus en stress chronique. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pu évaluer cette étude ? Comment vous êtes arrivé à ce chiffre de 37% ? Alors ça, c'est issu d'un questionnaire qui est validé scientifiquement, qui est utilisé aujourd'hui dans le monde entier, qui sur un plan technique s'appelle le questionnaire de Cohen, donc tout le monde peut aller le trouver sur Internet. Donc une référence fiable. Ah, c'est une référence totalement fiable, et je vous dis utilisé dans le monde entier aujourd'hui. Donc c'est une référence très juste. Et ça permet aussi pour les entreprises qui sont nos clients de pouvoir se comparer et de savoir à quel niveau ils se situent. Alors justement, votre entreprise est un peu particulière. Son nom, Better Human, donc des meilleurs hommes, si on peut le traduire comme ça de l'anglais. Association sociale ici à Toulouse, ça a été créé en 2007. Alors vous n'avez pas été seul à sa création, vous l'avez créé avec une associée qui est toujours votre associée aujourd'hui. Tout à fait. Et donc pour savoir un peu votre mission principale de cette entreprise, l'objet, votre idée, c'était quoi ? C'était un peu d'améliorer la qualité de vie au quotidien dans le travail. Clairement, vous avez la mission de l'entreprise dans le nom, quelque part. Better Human, l'idée c'était de rendre aussi plus humain et plus humaine l'entreprise et les organisations quelles qu'elles soient. Alors j'ai cofondé ce cabinet avec mon associée, donc, qui est Nicole Dutheil, qui est ostéopathe de formation, qui a été formée dans le monde entier et qui a plus de 30 ans d'expérience de clinicienne et qui, elle, a traité les différents stress sur le corps et toutes les traces que le stress peut laisser sur le corps. Donc, elle comme moi, venions à l'origine du monde de la santé et du monde de l'individu. Et puis, j'allais dire, elle a beaucoup traité des gens sortant d'entreprise, bien entendu. Et moi, j'ai eu une bonne quinzaine d'années d'expérience réelle dans des entreprises. Donc, j'ai appris le monde de l'entreprise et j'ai essayé de mettre... au service de l'entreprise aujourd'hui, un petit peu de transposer les éléments du soin qu'on a pu voir effectivement au niveau de l'individu. Donc, je dis toujours, j'ai commencé par soigner des gens et aujourd'hui, j'essaie de soigner des organisations. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de changer, de partir de soigner des gens ? Parce que c'est aussi une entreprise, une aventure. L'aventure médicale est extrêmement passionnante, extrêmement riche. Alors pourquoi être passé dans un niveau entrepreneurial qui paraît déjà au niveau de l'image, des idées reçues, beaucoup moins attirant ? Pourtant, détrompez-vous, c'est très attirant aussi parce que là, on soigne le collectif. Et l'idée, c'est de soigner, de ne pas être vraiment dans le soin, mais d'être plutôt dans la prévention. Vous savez, on dit toujours il vaut mieux prévenir que guérir. Et soigner l'individu, c'est bien, mais souvent on soigne ses symptômes, on arrive très en aval. Alors que si on peut traiter beaucoup plus à la source les causes, on est bien plus efficace.
Et en fait, c'est un vrai souci d'efficacité qui nous a, guidés dans le choix de se dire on va effectivement essayer d'améliorer les organisations. Alors, ces organisations, vous les améliorez comment ? Quelles sont, clairement, vos offres et qui sont les clients potentiellement qui peuvent être intéressés par votre entreprise ? Alors, très clairement, aujourd'hui, ce qu'on fait d'abord quand on arrive dans une entreprise, ça dépend un tout petit peu de la demande de nos clients. Mais on essaye beaucoup aujourd'hui, on a 5 offres principales. Si je les reprends, c'est véritablement de la gestion du changement. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne tous les changements dans l'entreprise. On a un vrai souci du changement mal accompagné et on sait que 70% des changements d'organisation dans les entreprises n'atteignent pas leurs objectifs pour des raisons uniquement de facteurs humains. Donc on travaille sur ces sujets-là. Et ça, c'est une très grosse étude de McKinsey qui a sorti ça en 1995 et en 2006. Même chiffre, 70% à chaque fois. Donc on essaye, nous, de mesurer l'impact humain de ces changements en amont. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, plutôt que de faire le changement, d'aller trop vite et effectivement de vous retrouver avec un échec de votre changement, réfléchissons-y un tout petit peu mieux ensemble avec les acteurs du changement que sont vos salariés et essayons justement d'en faire des acteurs du changement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les études d'impact humain. En fait, les entreprises font toujours des études d'impact économique de leur changement, mais elles s'occupent très peu de leurs hommes et de leurs femmes. Et des conséquences que ça peut avoir sur leurs collaborateurs. Exactement, parce que ça a des conséquences très fortes sur leur santé. En fait, moi je dis toujours, les gens ne sont pas contre le changement. Santé physique ou mentale, les deux. Les deux, vous verrez les deux. Deuxième grande thématique sur laquelle on travaille beaucoup au cabinet, c'est de faire évoluer les mentalités et les comportements dans le cadre du management. Parce qu'on sait très bien que les problématiques de santé au travail, de risques psychosociaux, sont souvent des problématiques de management, d'organisation du travail et de conditions de travail. Donc on travaille sur ces 3 sujets vraiment, management, organisation du travail. Aujourd'hui, on a un vrai souci d'organisation très complexifié aujourd'hui. Donc on essaye de simplifier les organisations. Et puis on travaille donc sur la charge de travail. Comment est-ce qu'on peut prioriser les actions dans les entreprises ? Comment est-ce qu'on peut décider effectivement de renoncer à certaines tâches ou de les externaliser ? Et enfin, évidemment, le cœur de notre métier est de l'analyse des risques psychosociaux. Et donc, la première chose qu'on fait souvent quand on arrive dans une entreprise, c'est qu'on fait un diagnostic. Et aujourd'hui, je peux assurer qu'on a des outils qui nous permettent d'apporter aux entreprises un diagnostic très fiable. Ça, c'est important. C'est-à-dire, on a 2 façons de faire le diagnostic. On a d'abord, la première façon, c'est avec un questionnaire. Et c'est là où on utilise tout un référentiel scientifique validé qui nous permet de pouvoir se situer les uns par rapport aux autres et puis d'avoir un élément vraiment très fiable. Et systématiquement, dans nos questionnaires, on a toute une partie qui est adaptée au secteur de l'entreprise et à ses problématiques du moment. Donc d'abord, le questionnaire nous permet vraiment d'identifier les problèmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a ce qu'on appelle l'analyse qualitative, où on fait des entretiens individuels et ou collectifs, et on fait de l'observation aussi du travail avec des ergonomes. Et là, on arrive à comprendre ce qu'on a identifié dans le questionnaire. Et quand on arrive à avoir ce diagnostic vraiment complet du quantitatif, c'est-à-dire du questionnaire plus des entretiens, à ce moment-là, on a un diagnostic très fiable qu'on peut partager d'ailleurs dans l'entreprise avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et là-dessus, on travaille beaucoup avec des membres de CHSCT, avec des membres de la direction et avec les services de santé au travail. Donc, on essaie de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Je dis toujours, on n'est pas du côté des salariés ou on n'est pas du côté de la direction. Nous, on est du côté des résultats. Et l'idée, c'est d'apporter à l'entreprise une vision claire des problématiques. Parce que si on a une vision claire des problèmes, c'est toujours plus facile de les traiter et de pouvoir mettre en œuvre non seulement des traitements, mais aussi des éléments de prévention. Et parmi certaines entreprises qui vous font confiance, on peut en citer quelques-unes extrêmement connues. Là, j'en ai 2 sur la liste. Par exemple, Airbus, qui est connu ici, ou plus nationalement Danone. Et ce qui est surprenant, c'est que vous n'êtes pas une équipe... quand vous parlez, on dirait que vous êtes une énorme entreprise déployée dans beaucoup d'institutions, chez beaucoup de clients. Et finalement, vous êtes relativement peu. Vous n'êtes que 7 collaborateurs chez Better Human. Alors, comment ça marche ? Qui sont un peu ces gens qui partagent votre quotidien, mais surtout, comment ils arrivent à gérer un peu tout ce travail et à s'adapter aussi facilement ? Alors, c'est vrai que ce qu'on reproche à nos clients qui sont parfois dans des très grosses structures, on essaye de se l'appliquer aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a essayé de garder une entité qui permette d'être une petite équipe. Nous, on croit beaucoup à la confiance et aux rapports humains. Et donc, on est une toute petite équipe, on se connaît bien.
On se fait confiance et c'est une des valeurs d'ailleurs qu'on défend auprès de nos clients, c'est qu'on défend la proximité. Et on n'a pas non plus, 50 clients en parallèle. On préfère avoir peu de clients, même si ce sont des très gros clients, vous en avez cité 2, mais il y en a d'autres, mais on a aussi des petits clients en termes de taille d'entreprise, hein. On va de la PME. Des PME, ouais. Voilà, en gros, notre plus petit client, il a effectivement 80 salariés et notre plus gros, on a 15 000. Donc vous voyez, c'est... Pour 80 salariés, ça fait quand même une grosse PME. Oui, c'est déjà une grosse PME, vous avez raison. Alors on travaille pour des plus petites structures, mais là, plus sur le parti... qualitative et on ne fait pas de quantitatif sur des toutes petites structures. Mais c'est toujours très intéressant. Donc une petite équipe, oui, mais qui se connaît bien, très soudée, et surtout, on a un réseau de 250 partenaires qui sont des gens avec lesquels, qui sont des experts à chaque fois, hein, dans leur domaine. Et on va chercher l'expertise quand on en a besoin. Et on la met au service de nos clients. Ça peut être des psychologues du travail, des ergonomes, des sociologues, des juristes, des spécialistes de l'organisation du travail, enfin, tous les métiers dont on peut vraiment avoir besoin. C'est-à-dire que vous avez réparti un peu partout en France 250 personnes qui vont travailler avec vous à la demande, en fait. Tout à fait, en France, en Angleterre et en Allemagne. En France, en Angleterre, en Allemagne. Et à chaque fois, c'est quand il y a besoin, vous les appelez, ils vont travailler pour vous de façon ponctuelle et puis vous allez leur signer un petit chèque de remerciement. Ça marche comme ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent à notre disposition leurs compétences et leur expertise. On essaye de faire travailler aussi les gens vraiment en fonction de leur expertise. C'est-à-dire, on va chercher les gens là où ils sont les meilleurs. Et on les fait travailler géographiquement là aussi où c'est le plus près pour pas avoir non plus des déplacements pour tout le monde, c'est pas non plus très souhaitable par rapport à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qu'on souhaite aussi développer chez nos salariés, nos partenaires. Parce qu'il faut pas non plus que vos partenaires ou vos salariés soient également stressés par ce travail-là. Exactement. Ce serait paradoxal. Exactement. On essaye en tout cas à chaque fois que c'est possible de mettre du plaisir dans le travail. Donc il faut que les gens n'aient pas... Il y a des contraintes déjà dans le travail, mais essayons au moins de développer aussi le plaisir au travail.